Alors, nous recevons aujourd'hui Milakoulo Toukoumouli, président de l'Éveil océanien. Milakoulo, bonjour. Bonjour Beryl, merci de m'inviter dans vos studios. Avec grand plaisir, d'autant que c'est la première fois qu'on vous reçoit, donc on est très honorés. Alors, on va revenir sur votre histoire. Votre parti, créé en 2019, a vraiment créé la surprise en mai 2019 lors des provinciales, en collectant quelques 6700 voix qui vous ont permis de faire votre entrée dans les institutions. Alors, au début, vous installez Sonia Baquès à la présidence de la province Sud, Roch Ouamitan à celle du Congrès et Thierry Santa à celle du gouvernement, dans une logique d'équilibre institutionnel. En 2021, lors du renouvellement de la présidence du Congrès, vous conditionnez votre soutien aux loyalistes au fait qu'ils s'entendent sur une candidature unique qui ne vient pas. À défaut, votre groupe au Congrès soutient la candidature de Roch Ouamitan qui est réélu. Et là, ce 30 août 2022, vous maintenez Roch Ouamitan à la présidence après avoir signé un pacte de stabilité institutionnelle avec les indépendantistes, accord qui a finalement, dans le dernier épisode, volé en éclats après une déclaration de l'UNI revenue sur cet terme de cet accord. Alors, comment comprendre ces choix et positions que certains qualifient d'ambigus de l'Éveil océanien depuis ses débuts? Merci pour cette question, Beryl. Juste une petite rectification. L'Éveil océanien, le 12 mai 2019, c'est 6077 voix exactement. J'ai inversé les chiffres. Pour comprendre les choix de l'Éveil océanien, il faut trois choses essentiellement. La première, c'est de ne pas avoir peur de comprendre. Deux, ne pas avoir peur tout simplement. Et puis trois, il faut enlever le décodeur ou les lunettes du oui et du non pour nous comprendre. La majorité des Calédoniens ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe en politique en Nouvelle-Calédonie. Et ils ont surtout tendance à vite oublier les choses. Et ça, c'est la faute à nous, les politiques, parce qu'il est plus aisé de faire peur que d'utiliser, en tout cas utiliser la peur que d'utiliser la pédagogie. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai accepté de venir dans vos studios, pour avoir du temps d'expliquer les choses. Il y a deux grandes préoccupations chez les Calédoniens. La première, c'est leur quotidien. Quel travail, quel logement, la vie chère, l'avenir pour mes enfants à court et moyen terme. C'est la première chose, quotidien des Calédoniens. Et la deuxième chose, c'est leur avenir. Comme tout être humain sur cette terre, que va-t-il se passer dans les années à venir pour moi ou pour mes enfants et mes petits-enfants? Nous avons créé l'Éveil océanien, nous, en 2019, avec un objectif très clair qui est différent de la politique en Nouvelle-Calédonie, qui consiste à dire, quand on crée un mouvement politique, soit c'est un mouvement pour le maintien de la Calédonie dans la France, soit c'est un mouvement pour que la Calédonie accède à l'indépendance. Nous, on s'est dit, on va arrêter de rester dans ce bocal à poisson du oui et du non, et nous, on va créer un mouvement pour améliorer le quotidien des Calédoniens. Et pour pouvoir le faire, une chose est simple, selon nous, c'est de ne pas prendre position sur le oui et le non. Donc on n'est ni oui ni non, ou on est à la fois oui et non. D'ailleurs, dans le comité directeur de l'Éveil océanien, dans l'ensemble des structures de l'Éveil océanien, il y a des indépendantistes, des non-indépendantistes, des extrémistes de chaque bord, des modérés, des apolitiques, et qui, selon nous, sont là pour participer à la vie citoyenne de Nouvelle-Calédonie. Vous êtes aussi non, pas maintenant. On en reviendra après, parce que ça, c'est une position qui a évolué. Deuxième chose, pourquoi on dit qu'on est ni oui ni non? On dit tout simplement que quand on regarde l'histoire de notre pays, la mouvance indépendantiste a permis quand même certaines améliorations du monde kanak. Aujourd'hui, dans l'accord de Nouméa, il y a la reconnaissance des périodes de l'ombre de la colonisation, la reconnaissance de la culture kanak, et on voit bien, ça se cristallise au fait dans les institutions, dans les tissus économiques un peu moins, mais ça existe quand même, etc., etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on considère que le oui et le non, ce sont devenus les murs de notre prison politique. Parce que chaque mouvance, que ce soit indépendantiste ou non indépendantiste,
c'est enfermé comme dans une nasse, comme dans un piège. Parce que c'est le commerce électoral depuis des années. Je ne dis pas que les convictions ne sont pas les bonnes. Chacun peut avoir ses convictions, mais qu'aujourd'hui, ça nous empêche d'avancer. Donc on a créé un mouvement dit communautaire, en tout cas c'est ce que mes collègues ou mes partenaires politiques souhaitent constamment dire à propos de l'éveil océanien. C'est pas vrai? Je refuse. C'est pas un mouvement communautaire. Nous avons déposé une liste au provincial 2019 communautaire. C'est-à-dire que sur les 50 noms sur la liste, j'ai choisi que des Wallisiens et des Futuniens. Et je l'assume totalement. Je l'ai dit que c'était une stratégie pour gagner, hein, pour pouvoir être dans le match. Parce que si on veut changer les cours des choses, ben, il faut être sur, pour gagner un match, il faut être sur la pelouse. Il ne faut ni être sur le banc des remplaçants et encore moins dans les tribunes. C'était un calcul. Et c'était une stratégie qui s'est révélée payante, 6077 électeurs, 3 élus au Congrès qui suffisent à faire perdre le fait majoritaire au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, oui, que je considère comme étant une bonne chose. On dit souvent que vous faites effectivement la pluie et le beau temps, on vous qualifie de faiseur de roi, vous faites basculer la majorité d'un côté ou de l'autre. Absolument, ce sont le rôle des partis charnières et je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a déjà eu cet effet dans les années 80 avec la FNSC. Ce n'est pas une vision qui est nouvelle. Quand on regarde le slogan de l'Union calédonienne, qui est 2 couleurs, un seul peuple, il y avait cette volonté de dire, mais qu'on soit blanc ou qu'on soit noir, parce que ça c'était le contexte de l'époque, peu importe, apprenons à vivre ensemble. La poignée de main de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, de mon point de vue, symbolise la même histoire. On n'a pas le choix de travailler avec l'autre. Donc une fois que j'ai dit ça, on n'est pas un mouvement communautaire. On a fait une liste communautaire, je l'assume totalement. Une fois que je dis qu'on n'est ni pour le oui, ni pour le non, ben, une fois qu'on a cette compréhension-là de la vie politique, à partir de ce moment-là, on peut comprendre les choix de l'éveil océanien. Vous avez dit dans votre question, en 2019, 2020, 2021, nous avons prôné l'équilibre. C'est une vérité. Donc c'est dans cette optique-là de vision de ni oui ni non, on s'est dit mais il faut que les uns travaillent avec les autres. Ça a été symbolisé par on installe Rocamiton au Congrès, on installe un non-indépendantiste, Thierry Sonta, au gouvernement, et on les fait travailler ensemble. Et vous savez quoi? Ça a marché. Pendant combien de temps? 6 mois. Dès l'installation du 16e gouvernement au mois de juin jusqu'au mois de décembre. Et j'en veux pour preuve la loi de la relance économique qui a été votée majoritairement par le groupe Avenir en Confiance, l'UCFLNKS et l'éveil océanien. Les autres partis se sont opposés. Sauf que ça a volé en éclats dès janvier 2020. Et pourquoi? Déception pour vous? Déception, mais aussi expérience. Parce que je pensais qu'on pouvait dépasser les clivages, sauf que ce n'est pas possible. Et chaque élection nous le rappelle. Et ça va voler en éclats dès janvier 2020, parce qu'en mars 2020, nous préparons les élections municipales. Donc ça s'est encore aggravé avec le référendum d'octobre 2020. Et puis à partir de ce moment-là, c'était compliqué. Quand même, on a essayé de faire en sorte que les uns travaillent avec les autres. On fait un constat aussi que cet équilibre, de par la puissance du clivage qui existe entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, cela ne marche plus. Donc il faut accepter que c'est un échec de dire que les uns, en tout cas dans cette période de mandat de fin d'accord de Nouméa, que le centre de gravité du oui et du non sont trop forts pour pouvoir espérer que les uns travaillent avec les autres. C'est un constat que nous avons fait. Donc, adieu l'équilibre, et revenons plutôt à une stabilité institutionnelle. Mais là, pourquoi? Vous décidez plutôt d'essayer d'aller vers l'autre côté, vers les indépendantistes, pour essayer de créer une stabilité avec ces nouvelles institutions qui sont installées. C'est pas dans ce sens que ça s'est fait. D'accord. Il faut une stabilité. On cherche une stabilité. Pourquoi? Parce que les institutions de la Nouvelle-Calédonie, elles sont là pour régler les politiques publiques, donc le quotidien des Calédoniens. Et on a vu que pour le faire, il faut avoir une majorité totalement stable. Donc soit on fait avec les non-indépendantistes, mais totalement, au Congrès et au gouvernement, soit on fait avec les indépendantistes, au Congrès et au gouvernement. C'est ce que j'appelle la stabilité institutionnelle.
Donc c'est la première chose. Et puis après, on va regarder de chaque bord où est-ce que la stabilité est beaucoup plus forte, beaucoup plus solide. Et nous, on a fait l'exercice. On a regardé du côté des non-indépendantistes, on a regardé du côté des indépendantistes. Mais le constat a été très simple pour nous. La stabilité chez les indépendantistes, elle est plus solide chez les non-indépendantistes. Pourquoi? En 2019, l'Avenir en confiance est créé, enfin en tout cas fin 2018, pour s'opposer à la politique de Calédonie ensemble. 12 mai 2019, grande victoire de l'Avenir en confiance. Sauf que cette stabilisation-là, politique de 2019, on ne la retrouve plus à la moitié du mandat qui est aujourd'hui. On a eu AEC contre Calédonie ensemble, et puis après, lors du vote du Congrès l'année dernière, on a eu les mouvements des républicains calédoniens et Calédonie ensemble contre le rassemblement. Tout ça 2 ans après, après la liste de 2019. On a une confédération maintenant qui est ensemble. Qui aurait cru que les 2 députés de 2022 auraient été les candidats, un de ex-Calédonie ensemble, un de Calédonie ensemble, lorsqu'on sait qu'ils ont créé une liste en 2019 pour justement contrer Calédonie ensemble. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on a une majorité qui n'est pas stable parce qu'il y a eu des divorces et des mariages en l'espace de 2 ans. Et on a une majorité à 3 pivots, Calédonie ensemble, le mouvement de Sonia Baquès, celui du rassemblement, alors que de l'autre côté, nous avons un bloc à 2 pivots. Oui. L'UNI et l'UC FLNKS et nationaliste. Donc à ce point de vue-là, nous, on a été discuté avec les uns et les autres et on a choisi notre stabilité. Mais on n'a pas choisi... des questions de marchandage avec certains qui étaient plus donnants que d'autres. Non. Ah, mais ça, c'était... J'ai entendu ça toute cette semaine et la semaine dernière. Parce qu'il y a eu un accord qui a été signé entre nous et nos partenaires. Et cet accord s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui aurait dû rester secret, qui finalement... Normalement, ce sont des accords qui ont dû rester secrets, mais je crois que c'est une bonne chose que ces accords soient sortis, parce que ça permet d'expliquer aux Calédoniens que ces accords, ils n'ont pas été créés entre l'éveil océanien et les partis indépendantistes. Il y a toujours eu des accords politiques et c'est resté bien secret. Quand nous avons fait une coalition avec l'Avenir en confiance en 2019, nous avons un contrat de gouvernance qui consiste à quoi? De dire voilà les sujets prioritaires, voilà la politique qu'on souhaite mener ensemble, avec une possibilité de travailler sur ces axes, mais au bout du compte, il y a aussi des moyens qui sont donnés à des politiques, parce que pour travailler, il faut bien qu'on ait des moyens. Donc une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais seulement on me fait croire que j'ai été là que pour les moyens. C'est pas le cas. Ben, si c'était le cas, et dans ce cas-là, j'aurais pris la présidence du Congrès dès 2020, parce que l'Avenir en confiance m'avait proposé à l'éveil océanien d'avoir la présidence du Congrès. Nous, on a dit non. On a dit non, pourquoi? Parce qu'on n'est que 3 petits élus au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. À partir de quand le plus petit parti de l'hémicycle du Congrès peut accéder à la présidence? Pourtant, ça nous donne une visibilité quasi énorme, des moyens quasi énormes. On n'a pas fait de la politique pour avoir des moyens. On a besoin de moyens parce que nous ne sommes pas un groupe politique. Parce que c'est ça la vérité. Si vous n'êtes pas 6 au Congrès, vous n'avez droit à absolument rien du tout. Et pour pouvoir travailler, ben c'est compliqué parce que vous siégez à la province, vous siégez au Congrès, vous siégez dans les établissements publics, il faut faire des réunions politiques, faire des réunions publiques, et tout ça, il faut avoir des moyens pour travailler. Et donc nous, on n'en a pas. On l'a appris sur le tas. Et les accords politiques, nous, on n'est pas venus avec dans les institutions calédoniennes, on a appris ça sur le tas. La preuve, c'est qu'en 2019, nous, on ne savait pas qu'il fallait faire des accords de ce type-là pour avoir des moyens. 2019-2020, au Congrès, les Véocéaniens n'a absolument rien du tout. Donc nous, on a appris qu'il fallait signer des accords de ce type-là pour avoir des moyens. Donc on a des moyens. 1, ça c'est vrai. 2, si on voulait des moyens, on ne serait pas resté avec les indépendantistes, réellement. Les non-indépendantistes, ce n'est pas parce qu'un accord n'existe pas, mais la proposition des non-indépendantistes était beaucoup plus intéressante que celle des loyalistes. Alors toujours est-il que cet accord donc, de stabilité, finalement, a volé en éclats. Aujourd'hui, quelle est la situation et comment vous voyez les choses? L'accord politique n'a pas de stabilité, n'a pas volé en éclats. Je crois que le PADICA, pour des raisons qui lui appartiennent, ont donné une conférence de presse cette semaine pour dire que dans cet accord, il y a des choses qui ne leur plaisent pas. Chez moi aussi, il y a des choses dans cet accord qui ne plaisent pas à mes militants. Je pense que du côté du CFLNKS aussi. Un accord, c'est un accord, d'autant plus quand il est signé,
Et deux, je ne comprends pas pourquoi on rend public des désaccords. Déjà, l'accord en lui-même, je ne comprends pas pourquoi on le rend public. Deux, je ne comprends pas pourquoi on rend public le fait qu'on ne soit pas d'accord sur un accord qu'on a signé. De tous les accords, il y a des choses qui ne vont pas, mais on doit travailler pour que les choses s'améliorent. Donc il va être retravaillé cet accord C'est clair que, en tout cas, cette conférence de presse a fragilisé d'une certaine manière cet accord de stabilité, mais nous avons des responsabilités quand même, nous sommes des responsables politiques, et combien même il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, il y a au moins quelque chose sur le fait qu'on soit d'accord, c'est de faire avancer ce pays et d'engager les réformes des politiques publiques. Et sur ça, sur ce volet, nous, on ne s'écartera pas du sujet principal. Donc maintenant, vous allez siéger en non inscrit. Oui. Ça vous donne quand même moins de poids de plus être dans l'intergroupe. Est-ce que ça change quelque chose? Pour nous, vraisemblablement, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est toujours 25, 3, 26. Quels que soient les groupes que vous faites, ça restera toujours et toujours 25, 3, 26. La preuve, c'est que même si on était dans le groupe ICFLNKS pendant les 2 dernières années, ça ne nous a pas empêché de voter non à des textes, combien même l'Union calédonienne votait oui. Et ils ne nous ont pas tenu rigueur à propos de ça. Donc ça, c'est une vérité. Est-ce que vous maintenez alors cette volonté de stabilité institutionnelle en continuant d'apporter votre soutien à la majorité indépendantiste? Ou est-ce que vous envisagez, pourquoi pas, de reconsidérer la proposition des loyalistes en vous alliant? Je crois que pour l'instant, il faut essayer de stabiliser la stabilité que nous avons créée avec les indépendantistes. Mais cette stabilité, elle ne dépend pas que de moi. Et si les partenaires veulent casser cet accord de stabilité, je n'aurai pas d'autre choix que de casser cette stabilité. Ce n'est pas la volonté de l'éveil océanien. L'éveil océanien souhaitait une stabilité, non pas sur un an, mais jusqu'à la fin de ce mandat, qu'on puisse sortir de l'accord de Nouméa de manière propre. Alors à ce propos, Jean-François Carenco, le ministre délégué des Outre-mer, arrive prochainement là, il est même déjà là, je crois, en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il a prévu de vous rencontrer? Quelle position vous allez adopter? Qu'allez-vous lui dire, vous l'éveil océanien? Nous, sur l'avenir institutionnel, parce que ça c'est une autre question, je me permets d'y répondre, sur l'avenir institutionnel, parce que j'entends dire ici et là par mes confrères que l'éveil océanien s'est stabilisé dans le camp indépendantiste et donc un mouvement indépendantiste. Pour le 3e référendum, contrairement au second où nous n'avons donné aucune consigne de vote, au 3e référendum, on a donné plus qu'une consigne de vote, on a dit c'est non, pas maintenant. Donc non, pas d'indépendance, pas maintenant. Non, pas maintenant, je ne peux pas faire plus simple en termes de consignes. Ça pourrait être oui, mais plus tard. C'est la même chose. C'est la même chose. Okay. C'est la même chose. Parce que c'est l'histoire du monde. Quand on regarde l'histoire des pays, quand on regarde la géopolitique dans le monde, on a eu une période de décolonisation après la Seconde Guerre mondiale, et la Calédonie fait partie de ces derniers territoires qui restent à décoloniser. Que signifie décoloniser? Ça, c'est un débat qu'on aura dans les prochaines semaines. Je dis non, pas maintenant, ça a 2 significations. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, si on était dans une pleine souveraineté, on accédait à une pleine souveraineté, on aurait du mal à assumer le pays. Et ce n'est pas une posture politique, c'est juste une posture intelligente et réelle. De part parce que les compétences qui ont été transférées de la Nouvelle-Calédonie, de la France vers la Nouvelle-Calédonie, on a un peu de mal à les assumer financièrement. Et 2, parce que depuis les 2 dernières années de Covid, ça a vraiment donné un coup de mou à nos finances publiques. De dire qu'un jour on sera indépendant, moi j'y crois. Parce que l'indépendance, c'est pas un gros mot. La pleine souveraineté, c'est pas un gros mot. La France est un État souverain et indépendant. C'est pas pour autant qu'on dit que la France, sa souveraineté, son indépendance, c'est mal. Et nous, on doit chercher une autonomie, de sorte à ce que l'indépendance ou les interdépendances ne soient pas la cause de quelque chose, mais ce soit la conséquence d'un vivre ensemble. Et ça, c'est ce que nous on recherche, et c'est la consigne que nous on donne, et on ne changera pas de ça. Non, pas maintenant. Mais ça ne fait pas de vous des indépendantistes? Ni des indépendantistes, ni des non-indépendantistes. Je comprends la volonté de chaque bloc de venir gonfler leur rang, mais nous, notre case, elle est bien distincte.
C'est ce que j'ai dit au début lorsque nous avons créé ce mouvement, c'est ni oui ni non, oui et non, non pas maintenant. C'est aussi simple que ça. Sauf que, et moi j'aurais posé la question au référendum, parce que la question est mal posée. Voulez-vous accéder à l'indépendance ou pas? Mais on ne dit pas quand. Il y a peut-être certains qui auraient répondu, mais oui, mais plus tard, ou non, pas maintenant. Donc nous, on est dans cette vague-là. Oui, M. Karenko arrive, je crois, ce soir ou demain. Et donc, il va commencer sa tournée en Nouvelle-Calédonie pour 4 petits jours. Nous avons une rencontre prévue avec lui le jeudi 15 à 9 heures. Nous, on lui expliquera, l'éveil océanien, ce que c'est comme vision politique sur l'avenir institutionnel, c'est-à-dire le non, pas maintenant. On lui parlera de nos projets d'avenir institutionnel, parce que nous, depuis 1 an et demi maintenant, hein, été renforcé par ce format et le Prédour élargi organisé par Sébastien Lecornu en juin de l'année dernière. On a travaillé sur notre projet d'avenir institutionnel. Et c'est un projet qui existe, qui a le mérite d'exister. C'est la réflexion de nos militants, de nous-mêmes, pour dire voilà ce que nous on voit l'avenir de la Nouvelle-Calédonie à court, moyen et long terme, en termes de politique publique, mais aussi d'avenir institutionnel. Ça ressemble à quoi? Si on peut déjà dévoiler les grandes lignes, non? Non, Non. je pense que, nous n'avons pas encore terminé les consultations pour la finalisation de notre document vers les comités locaux. C'est un travail qui est engagé. D'ailleurs, ce matin, je suis là, mais ils sont en train de travailler sur le Sur la copie. document. Sur le document. Deux, on compte le présenter à l'ensemble de nos collègues et aussi à l'État, au gouvernement, quand le moment se présentera. Je ne vous cache pas je dirais en tout cas au ministre des Outre-mer que nous avons quand même un calendrier qui commence à devenir très contraint. En juin 2023, il va falloir qu'on trouve un accord politique. Vous y croyez encore à cette deadline? Je pense que oui. D'ailleurs, c'est au dos du mur que nous, les Calédoniens, on arrive à sortir de nos postures, de nos clivages et à essayer de trouver une solution. Moi, j'y crois. L'accord de Nouméa, il a été négocié sur une période un peu moins d'1 mois. Il nous reste 9 mois. Et je pense que dans ces 9 mois, il y a du temps pour pouvoir le faire. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est que sur ces 9 mois, nous concentrions 9 mois sur l'avenir institutionnel et 1 mois sur les politiques publiques. Nous, on considère qu'il faut faire l'inverse, parler de l'architecture institutionnelle, des répartitions des compétences, de nos grands défis demain, d'un point de vue économique, écologique, social, etc., pendant 8 mois, et discuter que de l'avenir institutionnel que sur une courte durée. Nous devons trouver une solution en juin 2023. Si on dépasse ce délai, les élections provinciales de 2024, elles seront quasiment compromises. On ne pourra pas organiser d'élections provinciales en 2024 si d'ici juin 2023, on n'arrive pas à trouver une solution. Est-ce que c'est mal? Non, on pourra toujours essayer de décaler, mais il ne faut pas qu'on oublie, nous, les Calédoniens, que notre accord de Nouméa est constitutionnalisé et que si on trouve un nouvel accord, il faudra réouvrir la Constitution, et réouvrir la Constitution pour avoir 3/5 du Parlement, et ce n'est pas une chose qui est aisée. Il ne faut pas qu'on pense que la Calédonie, c'est le nombril du monde, encore moins le nombril de la France, parce que nous avons nos difficultés, et la France métropolitaine aussi a ses difficultés. Très bien, donc plein de choses à faire. Est-ce que vous serez intégré aux discussions considérant votre place? Est-ce que vous allez faire partie des futures négociations? C'est l'espoir que nous nourrissons, l'éveil océanien. Après, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Il y a eu plusieurs formats dans cet accord de Nouméa. Il y a le comité des signataires, il y a eu le format Le Prédour, et là on a une nouvelle équipe qui, je pense, a une certaine idée du format qu'il souhaite opérer. Oui, du comité des signataires, c'est une question auquel il faudra qu'on réponde, mais quand je dis on, c'est l'ensemble des partenaires, y répondent. Est-ce qu'on y met fin? Peut-être que oui. Dans quelles conditions? On verra. Est-ce qu'on ferme le comité des signataires, on ferme l'accord de Nouméa? Ça, c'est une vraie question auquel moi, je ne peux pas y répondre. Et je ne voudrais pas
pousser le bouchon trop loin parce qu'on marche sur des œufs. Je crois que la visite du ministre des Outre-mer est une très bonne nouvelle pour essayer de renouer les fils du dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes, qui, je considère, ces derniers mois, en tout cas depuis la période des élections législatives après celle des présidentielles, on est arrivé à un degré aujourd'hui où on devrait avoir une position rapprochée. On a une position qui est très très éloignée les uns des autres. Très bien. Une dernière question. On parle beaucoup de représentativité institutionnelle, en laissant penser qu'elle pourrait être démocratiquement illégitime en cette fin de l'accord de Nouméa, sachant qu'il y a eu quand même 3 référendums avec 3 fois non à la question oui ou non à l'indépendance. Est-ce qu'il y a un décalage finalement entre nos institutions aujourd'hui et ce que le peuple a voté? Ah oui, c'est une très belle question. J'entends souvent dire ça. Les Calédoniens ont dit 3 fois non au référendum. On ne peut pas avoir des présidents d'institutions calédoniennes qui soient indépendantistes et antidémocratiques. Ça me fait sourire, ces phrases qui sont martelées du matin au soir par les non-indépendantistes. Moi, je conseille aux Calédoniens qui ont envie de comprendre, d'aller lire un joli papier qui a été écrit par un docteur en géopolitique, qui est le docteur Pierre-Christophe Pans, sur le sujet. De ce papier, il dit quand même des choses assez très intéressantes, qui est une analyse, pas politique, mais des suffrages, au fait, des élections, et puis des mouvances politiques, en tout cas des divers mouvements politiques qu'il y a eu depuis tout le long de l'accord de Nouméa. La première chose, il dit que les non-indépendantistes payent leur éclatement, leur dispersion des voix. Je crois qu'il dit dans le document, ce sont des voix utiles. Je m'explique. Quand l'accord de Nouméa a été signé, qu'on soit d'accord ou pas, ça a été signé par 2 grandes formations politiques que sont le RPCR de Jacques Lafleur et le FLNKS, dont le dernier président en date, était Roch Ouamito. Donc il y avait cette idée de figer de 2 blocs qui a fait qu'au premier mandat de l'accord de Nouméa, 99-2004, il y a eu une majorité éclatante des non-indépendantistes, majorité absolue au Congrès. Qu'est-ce qui se passe après 2004? Création de l'Avenir Ensemble, où il y a Philippe Gomez, Philippe Michel, Harold Martin, Marie-Noël Temmereau, Didier Leroux, etc., qui sont eux les lieutenants de Jacques Lafleur et qui, au sens figuré du terme, vont assassiner leur père. Mais bon, ça, c'est le jeu de la politique. Donc, Jacques Lafleur perd les élections pour la première fois, et puis il va s'en suivre une perte des élections sur les députations, et en 2009, etc. Sauf que quand Jacques Lafleur tombe et qu'il y a 10 lieutenants, mais il y a fort à parier que dans pas le temps, ces gens-là vont se disputer. C'est ce qui arrive en 2007, scission de l'Avenir Ensemble, création de Calédonie Ensemble. Et puis aujourd'hui, on assiste à une série de mariages et de divorces, mais c'est toujours les mêmes acteurs qui existent, pour arriver jusqu'en 2019. En 2019, qu'est-ce qui se passe en 2019? En 2019, il y a l'Avenir en Confiance contre Calédonie Ensemble. Donc sur la province sud, il y a une majorité des sièges côté non-indépendantistes, pas de problème. Sauf qu'ils n'arrivent pas à s'entendre dans le nord, et ils n'arrivent pas à s'entendre dans les îles. Les résultats, c'est qu'ils perdent des sièges dans le nord et ils perdent des sièges dans les îles. Mais ils perdent aussi des voix utiles dans le sud parce que il y a des partis politiques. Je rappelle qu'il y avait 11 listes aux élections provinciales 2019. Il n'y en a que 4 qui sont passées dans la province sud. Ça veut dire qu'on a une dispersion, ou en tout cas des voix utiles qui ont été gaspillées à ce moment-là et qui ne se retrouvent pas dans les institutions. Ce qui fait qu'au Congrès, la majorité non indépendantiste, elle se retrouve à 25 alors qu'elle était de 29 en 2014, du mandat 2014 à 2019. Donc c'est la première chose. Donc il y a un éclatement des voix non indépendantistes qui leur donne une sous-représentativité dans le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que le vote référendaire et le vote de 2019, déjà c'est pas le même corps électoral, et puis ce ne sont pas les mêmes élections. Ce ne sont pas les mêmes élections. Les indépendantistes pourraient dire, ouais, mais nous, au référendum, on fait plus de voix qu'aux élections provinciales. Donc, a priori, nous, on devrait avoir tel truc, mais ce n'est pas ça. Troisième élément de réponse, les règles du jeu, ce sont les règles de l'accord de Nouméa.
on ne peut pas dire que les règles, elles sont bonnes parce qu'on gagne, et parce que les règles, elles sont plus bonnes parce qu'on ne gagne plus. On a été élu démocratiquement en 2019 et personne n'a été remis en cause à ce moment-là. C'est l'expression des Calédoniens, il faut la respecter. Parce qu'après, on revient aussi sur le nombre de sièges qui ont été fixés par province, 32 pour la province sud, 15 pour la province nord et 7 pour la province des îles. Donc certains disent, oui, mais en fait, c'est pas représentatif. Ah, si vous regardez les suffrages, regardez le papier de Pierre-Christophe France, c'est sur la province nord qu'il y a un léger décalage, mais quand vous regardez sur l'ensemble de la province, en termes de voix, je crois que c'est 3400 voix pour avoir un siège au Congrès, on est plus ou moins de manière équilibrée. Mais encore une fois, même si cette disparité existe, cette disparité, ben, sauf si on considère que l'accord de Nouméa est antidémocratique, parce que l'accord de Nouméa est constitutionnalisé, dans ce cas-là, ça voudrait dire que la Constitution est antidémocratique. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de dire des âneries. L'accord de Nouméa est constitutionnalisé, c'est les règles dans lesquelles on doit vivre. Est-ce que les règles, elles ont vocation à perdurer? Probablement pas. Mais l'accord de Nouméa date il y a 20 ans, c'était un autre contexte politique. Il faudra changer. Il faut faire attention à dire que parce que les règles, elles nous conviennent, il faut les garder, tout va bien. Et quand elles ne nous conviennent plus, on dit qu'il faut absolument les changer. Ce sont les règles de l'accord. Nous avons bientôt changé les règles. Il faudra y penser à ce moment-là. Très bien. Un dernier mot sur cet avenir institutionnel. Est-ce que vous êtes confiant en l'avenir? À court terme, non. Parce que je pensais que la bagarre politique ou de la posture politique, elle se serait arrêtée dès le lendemain des élections législatives. Et je constate, malgré moi, que ces postures politiques elles continuent de vivre. En tout cas, au sein de l'Assemblée du Congrès, elles deviennent même beaucoup plus effrayantes. D'ailleurs, à la dernière séance du Congrès, qui a consisté à voter le budget supplémentaire, je me suis simplement levé et je suis parti parce que je ne pouvais plus entendre certaines choses dans cette Assemblée. Je suis inquiet à court terme, mais pas à long terme, parce que en discutant avec mes collègues, mes partenaires indépendantistes et non indépendantistes, il y a cette volonté. Il y a cette volonté de dire ça suffit maintenant, il faut qu'on arrive à se mettre autour d'une table. C'est la volonté en tout cas, et moi je l'entends, se mettre autour de la table et de dire ok, on sort des postures politiques, on arrête de regarder le passé, il ne faut pas trop regarder dans le passé parce qu'on finit par y vivre, et regardons ce que nous voulons construire ensemble. Vous pourriez jouer un rôle de trait d'union entre les indépendantistes et les loyalistes? Nous l'espérons. Nous l'espérons. Nous nous vantons souvent, nous les Calédoniens, que nous sommes des héritiers de la poignée de main de Jean-Marie Tjibaou et de Jacques Lafleur. Est-ce qu'au moins nous avons compris le sens de cette poignée de main? Je l'espère, je le crois. Et je pense que quand on regarde cette poignée de main, il faut pas seulement dire on a une belle statue, c'était quelque chose d'exceptionnel à cette époque, et puis recommencer les mêmes erreurs du passé. Cette poignée de main doit être un point figé dans le passé, mais qui doit être le point figé vers l'avenir. Le fait majoritaire en Nouvelle-Calédonie n'a jamais marché. Il ne marche pas et il ne marchera jamais. Notre histoire, elle est comme ça. Nous devons construire avec l'autre, quoi qu'il arrive. Merci pour ces belles paroles. Merci de votre participation. Merci Beryl pour cette invitation. Je choisis NC News pour venir m'exprimer parce que je considère que je dois avoir du temps pour pouvoir m'exprimer et m'expliquer après ces semaines qui ont été très tumultueuses pour le parti que je représente, en espérant avoir apporté certaines réponses aux Calédoniens. Merci beaucoup, Milia Coulot. Merci. À très bientôt sur notre plateau.